C'est un opérateur telco et c'est aussi un acteur majeur de la cyber. Dans cette interview croisée, on parlera notamment de cette particularité. Merci d'accueillir Nassima Auret, Chief Trust Officer Orange Business, et Hugues Foulon, directeur exécutif Orange, CEO Orange Cyberdéfense. Merci. Bonjour à tous, tous les deux, excusez-moi. Merci d'être avec nous. Nassima, chez Orange Business, on ne parle pas de souveraineté numérique, mais de numérique de confiance. Votre poste, d'ailleurs, c'est Chief Trust Officer. C'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément énormément en France. Expliquez-nous votre approche sur ce sujet qui est à fort enjeu pour les entreprises. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, en effet, je vais revenir sur quelques définitions. On préfère parler de confiance numérique. Alors, pourquoi ? Parce que la souveraineté, c'est avant tout un attribut des États. Quand on regarde la définition, la souveraineté, c'est l'exercice, l'autorité d'un État sur un territoire, une population. Donc, ça ne veut pas dire qu'une entreprise comme Orange ne contribue pas à la politique ou à la stratégie de souveraineté numérique de la France, de l'Europe. Mais voilà, c'est un point important. Le deuxième point aussi, c'est que finalement, les entreprises, les entités publiques que l'on accompagne, ce qu'elles recherchent, c'est avant tout avoir des solutions, des services numériques de confiance, avec derrière des attributs. Et ces attributs, ils sont de différents ordres. Il y a bien évidemment la sécurité. Il y a des attributs aussi qui sont liés à la réglementation. Le respect le plus connu, c'est le RGPD. Il y a aussi la maîtrise des dépendances et des risques de dépendance technologique. Et il y a un dernier point qui est important, qui est la résilience. Pouvoir proposer des services numériques, c'est aussi être en mesure de permettre, en cas de crise grave, d'assurer une continuité d'activité. Donc c'est un peu tout ça. Donc on voit que la confiance numérique, elle trouve bien évidemment son fondement sur la cybersécurité et la sécurité, mais que ça va plus loin, qu'aujourd'hui, il faut pouvoir maîtriser tous les enjeux réglementaires qui sont de plus en plus foisonnants. À cela s'ajoutent aussi des attentes en termes de transparence, pouvoir assurer par exemple à nos clients finalement quels sont les flux de données et comment les workflows évoluent dans le cyberespace. Et puis bien évidemment avec l'émergence de l'IA, il y a des sujets d'éthique sous-jacents. Donc c'est tout ça. Et Orange Business qui intervient sur toute la chaîne de valeur numérique avec le triptyque, les 3C que l'on a qui sont la connectivité, le cloud, la cyber, plus tout le traitement des données, fait que on regarde ce sujet de très très près. Et donc ce qui explique en fait aujourd'hui l'existence de cette équipe autour des enjeux de confiance. Alors, Hugues Foulon, d'après une étude récente, Orange est le premier opérateur telco et dans les services cyber en Europe. En quoi est-ce que c'est un atout, cette double casquette ? Merci, bonjour à tous et à toutes. Orange Cyberdéfense est une filiale à 100% d'Orange. On est 3000 experts en cyber de partout dans le monde et on réalise 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires juste sur la cyber. Et comme vous l'avez dit, dans le monde des opérateurs télécoms, on est le premier européen, le 4e mondial. Devant nous, il y a AT&T, Verizon, 2 américains, NTT, un japonais, et Orange Cyberdéfense. Donc c'est déjà un parcours, on peut toujours faire plus, on peut toujours faire mieux, mais c'est déjà un parcours plutôt sympa. Et c'est un atout parce que, comme vient de le dire Nassima, la connectivité c'est bien, le cloud c'est bien, mais s'il n'y a pas de cybersécurité dans le monde d'aujourd'hui, c'est difficile d'avancer, de répondre et de proposer les services attendus par nos clients. Et on pense, et on est convaincu, et on le voit tous les jours, et j'étais encore hier soir avec pas mal de clients d'Orange Cyberdéfense, les enjeux de cybersécurité pour les grandes organisations, pour les organisations de taille moyenne, maintenant pour les petites organisations, et je pense personnellement pour le B2C, pour les clients particuliers demain, vont prendre de plus en plus de poids, de plus en plus de place. Et donc c'était important pour Orange, qui opère des réseaux mobiles, fixes, partout en Europe, partout en Afrique, qui a des capacités satellitaires, qui a des data centers, qui a des câbles sous-marins, que tout ça, ça soit bien cybersécurisé. Et donc c'est important pour nous en tant qu'opérateurs, et c'est important plus que jamais pour nos clients, parce qu'une entreprise peut s'arrêter, peut faire faillite avec une cyberattaque. Alors Nassima, vous parliez justement de ce numérique de confiance. Comment est-ce qu'on peut composer avec les enjeux de souveraineté et de confiance quand on est un groupe comme le vôtre et que finalement on doit intervenir et opérer dans de nombreux pays ?
Alors, je vais rebondir sur ce que Hugues a dit. Donc, on est un opérateur, un intégrateur de services numériques avec notamment une empreinte dans le monde entier. Donc, ça, c'est un atout. Et en même temps, on a cette capacité à proposer des solutions localement. Et donc, ça, la proximité, c'est aussi un gage de confiance. On a des data centers un peu partout dans le monde, il y a les réseaux, etc. Ceci étant dit, on constate qu'il y a une sorte aujourd'hui d'évolution de paradigme sur la globalisation, la mondialisation et au contraire une fragmentation de l'espace numérique. Alors cette fragmentation, elle s'explique par plusieurs choses. On a connu, et on connaît encore déjà le conflit sino-américain. Et donc on a vu par exemple que l'US-BAN peut avoir un effet quand même assez dévastateur sur l'économie, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a la crise Covid qui a mis en exergue l'importance cruciale des approvisionnements et des chaînes d'approvisionnement de matériaux, de composants, des technologies du numérique. Et puis, troisièmement, cette fragmentation, on la relève aussi par une émergence, une multiplication des régulations et des réglementations locales. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du RGPD. Il y a une multiplication maintenant, un foisonnement de réglementations dans les différents pays autour de cette notion de protection des données. On a beaucoup parlé de cloud. Derrière le cloud, il y a de plus en plus de pays, et on le voit, qui exigent à ce que les data centers soient sur leur territoire. Donc, les entreprises avec lesquelles nous travaillons viennent de plus en plus vers nous avec ce dilemme et cette problématique qui est jusqu'à présent, elles pouvaient développer leur business, leur activité un peu partout dans le monde en s'appuyant sur des technologies peu ou prou interopérables ou identiques. Or, aujourd'hui, elles ont des injonctions contradictoires où, je vous donne un exemple, alors je ne citerai pas l'entreprise, une entreprise qui est revenue vers nous, qui nous a dit on a un gros problème parce qu'on développe une activité aux États-Unis, on a aussi une activité en Asie et on nous impose d'utiliser des technologies différentes. On nous impose à ce que nos collaborateurs qui travaillent dans un pays n'échange pas de données avec les collaborateurs de l'autre pays. Et donc, finalement, comment fait-on ? Voilà, donc ça, c'est un vrai sujet, un sujet qui est montant et qui montre aussi l'intérêt à pouvoir diversifier, finalement, ces chaînes d'approvisionnement et aussi multiplier ces partenariats, parce qu'on est dans un monde d'interdépendance et la souveraineté, si je reviens sur ce terme, c'est aussi cette capacité à finalement pouvoir assurer ses arrières avec cette multiplication de partenaires. Alors, c'est une question qu'on a posée aussi aux autres partenaires de cet événement. Comment vous voyez les technologies de rupture, que ce soit par exemple l'IA, le quantique, quels impacts est-ce que vous pensez que ça va avoir sur le domaine de la cybersécurité ? Je pense que c'est important dans notre industrie déjà qu'on favorise la co-innovation, tout ce qui est open innovation et tout ça. Donc, tout seul, on ne va pas y arriver dans notre coin. Donc, que ce soit avec des partenaires, de temps en temps avec des concurrents, que ce soit avec des clients. Et l'initiative qu'on fait avec Orange Business autour de la Software République était un projet initié par le groupe Renault, mais qui regroupe plein d'un écosystème assez varié, qui est un autre exemple de co-innovation, est assez marquant sur, dans le cas d'espèce, comment est-ce qu'on va sécuriser les véhicules connectés et puis demain les véhicules autonomes, parce qu'on peut imaginer qu'elles seront victimes de cyberattaques comme d'autres systèmes embarqués. Voilà, donc ça c'est un exemple d'innovation qui peut répondre aux défis de demain. Et pour revenir à votre question plus précisément, le grand sujet du moment, et je ne vais pas être très original, c'est Generative AI. J'ai eu la chance de passer une semaine aux États-Unis pour aller voir l'ensemble des partenaires de la cyber sur la côte ouest en avril. Du matin au soir, on n'a parlé que de ça, avec un certain nombre d'entreprises, en tout cas dans leur discours, et je rebondis sur ce que disait Elena juste avant, plus ou moins matures dans l'intégration. Je ne parle pas des capacités techniques de l'outil, mais la façon dont c'est intégré dans les cas de défense, les cas d'attaque, l'évolution des solutions. Et ça, c'est très marquant. Et donc, ça va être un nouveau game changer dans la course entre le gendarme et les voleurs sur les attaquants, les défenseurs. Je pense que les défenseurs vont réussir à se mettre au niveau. En revanche, je pense aussi que l'accès, comme le disait Michel tout à l'heure, au ransomware as a service, l'accès à des technologies de generative AI par les attaquants
risque de multiplier le nombre d'attaquants. Et donc ça, on va avoir vraisemblablement un afflux d'attaques par rapport à ce qu'on avait aujourd'hui, parce qu'ils vont prendre une brique du virus A, une brique Generative AI B, ils vont prendre un crypto-monnaie pour payer la rançon B, C, et puis ils vont faire leur attaque avec un vecteur de diffusion. Et donc, je pense que ça va complexifier notre travail de défenseur. On a l'impression d'ailleurs que sur les technologies, c'est toujours un peu ça. Il y a vraiment des opportunités, mais en même temps, ça peut complexifier les choses, effectivement. Sur les sujets RH, qui sont les sujets, le thème d'aujourd'hui, vous avez embauché, je crois, 800 personnes, vous embauchez environ par an, et vous dites même que si vous arrêtiez le processus d'embauche, d'emblée, vous perdriez 60% de l'activité. Alors, comment est-ce que vous recrutez? Comment vous fidélisez aussi vos talents? Je vois que vous êtes bien renseigné. Comme le disait Michel tout à l'heure, on a une politique d'ouverture. En fait, pour être tout à fait franc et direct, on se fout un peu de la formation de la personne. On se base sur ses capacités. Voilà. Donc, il disait une ancienne croupière, en fait, c'est le dernier exemple qu'on avait donné, c'était un ancien ostéopathe, qui est quand même pas un pro de la cyber a priori, et qui a rejoint Orange Cyberdéfense parce que le sujet l'intéressait, qu'il y a un investissement personnel important, qui s'est formé aux technologies du moment, et que, encore une fois, on n'a pas besoin que, dans les 3000 salariés d'Orange Cyberdéfense, on n'a pas que le profil des suites à capuche évoqué tout à l'heure. On en a, mais on n'a pas que ça. L'écosystème est beaucoup plus large que ça pour pouvoir gérer les problématiques d'aujourd'hui. Et donc, dans les métiers de service, c'est vrai chez Orange Cyberdéfense, mais c'est vrai chez nos principaux concurrents, le principal actif, mon problème du matin, ce qui m'empêche de dormir sereinement, c'est les enjeux de recrutement, d'attractivité, de formation, des salariés clés, de rétention des salariés clés. Et il y a quelque chose qui est relativement contre-intuitif dans notre industrie, c'est que si vous voulez que les jeunes qui ne réfléchissent pas qu'au package financier pour venir, c'est plurifactoriel, et on pourra en revenir dessus. Si vous voulez les faire venir, si vous voulez qu'ils acceptent de vous rejoindre, il faut que vous les formiez. C'est-à-dire qu'ils viendront d'autant plus qu'ils seront assurés qu'ils peuvent partir et trouver un job dans 5 ans parce qu'ils seront up-to-date dans les technos de demain. Voilà. C'est contre-intuitif, mais ça fait partie de l'équation. Comme c'est un milieu fluide et qu'on ne va pas les attacher à leur siège pour 15 ans, ça ne marche pas comme ça, l'industrie ne marche pas comme ça, ce qui est très différent de l'opérateur Orange d'ailleurs, on a besoin de cet investissement permanent et donc on investit dans des programmes de formation, soit tout seul, soit avec des partenaires, soit avec l'école polytechnique où on a fait un master de cybersécurité. Voilà, ce qui est un petit peu le haut du panier de la formation, si je peux me permettre l'expression un peu rapide. Mais donc on a besoin d'investir pour pouvoir les former aux technologies d'aujourd'hui et de demain et pouvoir répondre d'abord aux besoins de nos clients. Ça veut dire que la rétention des talents, c'est pas si important que ça? Si, si tout le monde partait demain matin, la boîte serait par terre. Oui, bien donc, sûr. bien sûr. Si, mais l'industrie, je vais vous donner 2 chiffres qui sont pas connus, mais qu'on peut partager entre nous. La moyenne d'âge chez Orange, opérateur, c'est 49 ans. Le taux d'attrition naturelle hors retraite, c'est 0%. Voilà. La moyenne d'âge chez Orange Cyberdéfense, c'est 32 ans. Le taux d'attrition naturelle, c'est 14%. Voilà. Donc, c'est 2 mondes complètement différents. Donc, on vit avec une logique de flux permanent, avec des gens qui nous rejoignent, des gens qui partent. Et dans les 800 personnes que vous avez évoquées tout à l'heure, 50% c'est remplacer les partants et 50% c'est alimenter la croissance de l'année prochaine. Mais alors la formation initiale, est-ce que ça reste important? Oui, ça reste important, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga du truc. C'est-à-dire que les technologies vont tellement vite, les besoins des clients évoluent tellement rapidement, et Nassima l'a évoqué à l'instant, que si on ne se repose que sur des formations académiques, longue durée, type éducation nationale, que je ne dénigre pas, mais ça ne peut pas être le modèle unique. C'est-à-dire qu'on a besoin de compétences différentes, on a besoin de formations continues, on a besoin de formations plus courtes, parce que sinon on ne répondra pas aux besoins de l'industrie. Mais ce modèle éducation nationale a peut-être aussi besoin d'évoluer. Oui, mais c'est un socle qu'on doit compléter. D'accord. Alors Nassima, Orange Business a mis en place un programme ambitieux et des actions aussi de fonds pour faire face aux enjeux de la formation continue, justement, de la formation en interne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors je vais expliquer parce que c'est lié. Alors bien évidemment, il y a un facteur exogène qu'on connaît tous, qui est finalement la pénurie des talents, mais il y a aussi un facteur interne qui est très important au sein d'Orange Business, qui s'explique d'une part par le fait qu'il y a un vrai bouleversement dans les usages des entreprises, hein. C'est-à-dire qu'avec la virtualisation des réseaux, avec les outils de travail collaboratif, les entreprises ont abandonné la téléphonie fixe. Elles ont aussi abandonné les réseaux privés,
de plus en plus, et que finalement le cœur de métier d'Orange Business est remis en question. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je l'ai un peu touché du doigt tout à l'heure, j'ai parlé des 3C, cloud, connectivité, cybersécurité. Aujourd'hui, c'est un tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que le numérique, c'est l'addition de technologies qui sont mises bout à bout. Donc ça veut dire derrière qu'il faut de plus en plus avoir des personnes qui sont en capacité de maîtriser, alors j'utilisais un terme de système, ou en tout cas cette alchimie qu'il y a entre ces différentes technologies. Donc ayant dit cela, Orange Business a lancé un programme très ambitieux qui s'appuie sur deux choses. Alors d'une part, je vais utiliser, désolé, des termes anglais, hein, donc l'upskilling, donc c'est-à-dire permettre aux salariés de monter en compétence sur des nouvelles technologies de l'IT. Bien évidemment, il y a la cybersécurité, il y a la data, il y a l'IA. Je parlais tout à l'heure du lien entre la connectivité, la virtualisation des réseaux, etc. Et puis, il y a aussi du reskilling, c'est-à-dire vraiment la reconversion, proposer des programmes de reconversion. Donc, c'est un programme assez ambitieux parce que ça va toucher 5000 collaborateurs. Donc, Orange Business, c'est environ 29 personnes dans le monde entier. Et donc, ce programme de formation, il touche le monde entier. 5000 collaborateurs et avec un objectif de certification, plus de 20 000 certifications. Voilà, donc c'est un gros sujet, un gros enjeu. À côté de cela, il y a 2 ans, donc une des branches d'Orange Business a ouvert une école de la data et de l'IA, donc c'est Business et Décision. Et cette école, elle est ouverte à tous, c'est-à-dire aussi bien en interne qu'à des étudiants, à des personnes qui souhaitent aussi opérer une reconversion ou tout simplement monter en compétence sur ces métiers de la data et de l'IA. Et alors, puisqu'on parlait de féminisation, je donne un chiffre, on est à 40% en moyenne dans les promos de femmes. Donc on voit encore une fois que les choses changent. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci. Hugues Poulon et Nassima Aurey, merci infiniment. Je vais vous laisser rejoindre la salle. Merci.